Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bright, le podcast qui met en lumière les travailleurs et travailleuses de l'ombre de l'industrie musicale. Bright. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Bright, j'ai le plaisir d'accueillir l'une des personnes de l'ombre probablement les plus connues du secteur. J'ai nommé Vincent Lérisson. Bonjour Vincent, Salut. enchanté. Salut. Je disais justement dans l'intro que tu étais l'une des personnes les plus connues de l'ombre du milieu finalement. Présente-toi un petit peu, qu'est-ce que tu fais comme métier? Je suis scénographe éclairagiste de formation d'abord, et je suis venu à la scéno plus tard. Et donc en l'occurrence là, tu es avec moi sur le festival des Eurockéennes parce que je suis ici avec Justice, le groupe de musique électronique pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Mais je pense que tout le monde. Je sais pas. Donc Justice Dans ou le doute. Justice? Parce qu'il y a deux teams. On va dire en soi on est français, donc on va dire que c'est Justice, mais effectivement tout le monde dit Justice parce que ça s'est internationalisé et donc la prononciation elle est Justice. Ouais. On peut parler peut-être de ton surnom. C'est Lewis. Quand j'ai voulu te contacter, j'ai vu que tu avais ces deux noms-là qui se collaient. D'où est-ce que ça vient un petit peu? Et ben c'est Xavier et Gaspard qui ont transformé cette prononciation. En fait, quand on partait aux États-Unis sur la première tournée, le chauffeur du bus il faisait de l'appel pour être sûr qu'on soit dans le bus avant de partir et tout. Et il n'arrivait pas à prononcer mon nom qui est Lérisson, et les R aux États-Unis ils n'arrivent pas. Donc il disait Lewison tout le temps. Et donc ça a commencé à bien faire rire Xavier et Gaspard, et ils ont commencé à dire ah ouais Lewison ça fait bien ricain et tout. Un délire, tu vois, et ça a fini en diminutif qui est Lewis. Voilà. Et donc depuis c'est resté. Voilà. Ok, putain, super. Rien de ouf, tu vois. Rien de ouf. Rien de ouf, mais c'est rigolo. C'est une belle anecdote. Donc tu travailles avec le groupe depuis combien d'années exactement? Et ben j'ai commencé avec eux, donc eux ils ont commencé à faire de la musique en 2003 ou 2004, quelque chose comme ça, mais ils ont fait un vrai live en fin 2006 on va dire, ce qu'on appelait un live, mais c'était tout petit, hein, tu vois, c'était pas connu. Et j'ai commencé à bosser avec eux peut-être en 2007 quand ils ont fait La Cigale. Je me rappelle plus à quel moment c'était, si c'était 2006 ou 2007. Mais voilà, donc on va dire depuis le début qu'ils font des lives. Ok. Ouais. Donc toi, tu me disais que de profession, t'étais éclairagiste. Ouais, exactement. Toi, t'as fait une formation. Pas de formation spéciale, j'ai vraiment aimé ce boulot-là. Après, donc moi j'ai quand même 43 ans maintenant, hein, donc je fais plus partie des jeunes. Et à mon époque, on pouvait commencer à bosser sans avoir vraiment de formation. Okay. Tu vois, moi je suis rentré au Théâtre National de Chaillot en premier, j'ai bossé là-bas. Et tu rentrais en tant que grouillot, on va dire. J'avais des bases d'électricité. Ouais. Et puis voilà, j'ai commencé à bosser là-bas. Au bout de 4 mois, ils m'ont proposé un contrat. Au bout d'1 an, ils m'ont proposé un CDI et je suis resté là-bas jusqu'à ce que je parte en tournée avec Justice, où ça a été la bonne proposition qui a fait que je suis parti du théâtre, où j'étais en CDI là-bas. Voilà. Ça me plaisait beaucoup, mais bon, j'avais d'autres envies. Voilà. Donc du coup, t'es sorti du lycée avec cette envie de partir dans ce milieu-là, et t'as direct été embauché, quoi. Ouais, alors, par connaissance, hein, ça se fait pas comme ça, mais j'avais une ou deux connaissances qui bossaient là-dedans, qui s'est avéré être le régisseur lumière de La Cigale à Paris. Et lui, il m'a fait rentrer à Chaillot parce que on va dire le chef électro de Chaillot, c'était son meilleur ami. Ok, d'accord. Et pour la formation, justement, comme on n'avait pas de formation, se former au théâtre, à mon époque en tout cas, c'est hyper formateur. Donc c'était cool de faire cette école-là, même si c'était une école sur le tas, mais cette école-là, avant de venir de bosser sur des groupes, dans des salles de rock'n'roll et tout ça. Parce que du coup, cette partie théâtre, ça a nourri la partie scéno, ou la partie scéno était déjà quelque part? Non, c'est plutôt ça a nourri la partie lumière. Ça m'a bien formé en lumière parce que j'étais embauché là-bas en tant qu'électro, et les électros, ça s'occupe principalement de la lumière au théâtre, mais ça s'occupe aussi de l'électricité dans les décors et tout ça. Donc, par contre, c'est la partie théâtre qui m'a ouvert l'œil sur la globalité d'un spectacle, et le fait qu'il n'y a pas que la lumière qui est importante, il n'y a pas que la scéno qui est importante, il n'y a pas que le son. C'est un global qui fait qu'on va voir un bon ou mauvais show. Après, quand je dis mauvais, je dis pas, ça veut pas dire mauvais
genre le spectacle est mauvais. C'est juste que peut-être parfois quand c'est mal agencé, Il y a un on mauvais touche moins les équilibre gens et ouais. et c'est moins capté. Tu vois, donc pour moi, il n'y a pas de mauvais. Il y a toujours du bon à prendre dans tous les spectacles, mais parfois certains spectacles sont moins lisibles. Et donc c'est au théâtre où j'ai commencé à voir les différences, à capter pourquoi peut-être il y a moins de lisibilité sur certains shows. Et ça m'a passionné. Ouais. Ok, Ouais. ça a affiné ton œil Ouais, vraiment. d'artiste. Parce que Ouais. tu te considères Non. plus comme un technicien ou comme un artiste? Non, comme un technicien, parce que je viens de là et je renie pas ce truc-là. Après, il y a toute une partie artistique qui me fait grave kiffer. Mais non, je dirais pas que je suis un artiste. C'est pas vrai. Ce serait pas vrai de dire ça. Parce Ouais. que du coup, là, dans ton job, on va parler de ton job actuel. Ouais. Tu t'arriverais à faire une espèce d'estimation de la part d'artistique et de la part de technique à ton poste précis? Je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus d'artistique que de technique, c'est sûr. Avec Xavier Gaspard, c'est sûr. Je travaille aussi avec Louise Attaque, donc avec Gaëtan Roussel aussi, avec qui je travaille depuis 2009, donc presque autant qu'eux. En fait, on a cette confiance-là où ils me donnent les clés de leur show. Et donc, par ces clés-là, oui, aujourd'hui, j'ai plus d'artistique, mais la technique est tellement liée parce que tu peux pas faire d'artistique dans mon domaine sans la technique. Donc, c'est quand même intégré dès le départ, je pense quand même technique. Mais je me limite pas à la technique. Et surtout, maintenant, je travaille avec des équipes qui sont vraiment super fortes techniquement et et des fois, ça me limite dans ma tête où je me dis, ah ouais, ça, on va peut-être pas pouvoir le faire. Et en parlant avec des mecs comme Manu, avec qui je travaille beaucoup, Manu Mouton, qui est le directeur de production, qui a un énorme bagage technique, et ben, des fois, lui-même me déclenche des faits que, mais si, attends, ça, on va pouvoir le faire. Alors que moi, ça me bridait un peu. Donc, oui, j'ai plus une part artistique maintenant, même si j'oublie pas que pour que ce soit réalisé, ça passe par la technique. Ouais, Ouais. à ton sens, en tout cas, c'est impossible d'avoir ton poste sans être technicien, en fait. Bah, en fait, ça existe, hein. Il y a des directeurs artistiques qui font pas du tout de technique, mais je trouve que je perds moins de temps. Le fait de connaître, Oui, parce que tu as cette connaissance et Voilà. tu sais quel est le je champ perds moins de temps, et comme j'ai l'oreille entre guillemets des artistes, ils savent très bien que je vais pas leur mentir, que mon objectif il faut que ce soit le mieux possible. Donc quand on débat d'idées, il y a des choses où je sais que c'est vraiment pas possible et on stoppe l'idée tout de suite. Alors que si on passait par un DA, il y aurait d'abord une phase de thèse, d'essai, puis ça marcherait pas et puis ça reviendrait. Donc il y a quand même une perte de temps. Et une perte de temps, c'est globalement une perte d'argent aussi. Il faut pas nier que ça fait partie du match. Donc oui, je pense que c'est cool que j'ai ce bagage. Et justement, tu parlais avant de direction artistique. Tu te considères un peu comme directeur artistique lumière d'une certaine manière? Ouais, parce que mes projets, ils sont orientés lumière. Je viens de là et c'est ce que j'aime. Donc, c'est sûr que si quelqu'un m'appelle pour faire de la mise en scène, je ferai pas. Je sais pas faire ça. C'est pas mon boulot. Moi, mon boulot, c'est vraiment la lumière, la scénographie et être en lien peut-être avec un metteur en scène quand il y a des metteurs en scène ou avec un directeur artistique global avec qui j'ai un projet qui s'appelle Shai avec qui je travaille en ce moment. Et il y a un directeur artistique global qui s'occupe de tout, des clips, voilà. Et sur le live, c'est lui qui écrit l'histoire, donc il fait la mise en scène du live. Et on travaille ensemble et il vient vers moi en me disant, voilà, je voudrais faire ça, ça et ça. Et comme moi, j'ai cet œil technique, je lui brise pas son idée, mais je l'oriente pour lui dire, OK, on va arriver à ça. Pour qu'elle concrétise. Voilà. Se concrétise. Pour que ça se passe au plus proche de ce qu'il a envie de faire. Tu parlais de choses impossibles ou d'idées un peu farfelues. Ouais. T'en as eu Oui, ça arrive, bien sûr, ça arrive. Sur Justice, la dernière tournée, je pourrais pas dire quel était le projet, mais sur cette tournée-là, on est passé par des phases d'envie qui n'ont pas pu se réaliser parce que techniquement, c'était pas viable, pas faisable. Et pourtant, je viens de la technique, mais pris dans l'élan et les vrais directeurs artistiques du projet Justice, c'est Xavier Gaspard. Il n'y a pas d'intermédiaire directeur artistique et tout ça, donc c'est eux qui me parlent à moi et moi qui fais le cheminement après avec la production et le staff, quoi. Et oui, des fois, quand on est tous les trois enfermés, ça part loin et ça fuse. Et moi-même, je me retrouve dans des. Mais c'est cool parce que ça repousse le projet plus loin, quoi, tu vois. Oui, Donc, parce que tu dépasses tes limites. Voilà. Il y a des choses en travaillant avec Justice ou ou peut-être même avec Gaëtan Roussel, où au départ tu ne pensais pas que ça allait être faisable ou tu n'imaginais pas quelque chose de cette envergure et au final ça t'a poussé un peu dans tes retranchements pour aller plus loin. Ouais, en tout cas, on va dire parfois le fait de pas avoir de lien technique du tout pousse les limites. C'est-à-dire que Xavier Gaspard, des fois, ils vont me dire, ouais. Je sais pas, je te dis une connerie, on voudrait une nuit étoilée sur scène.
Si tu restes pragmatique, tu te dis, bon, bah, non, on va pas pouvoir le faire. Mais si tu pousses l'idée, en fait, le fait qu'ils aient cette idée-là te dit, OK, il faut que j'aille dans cette direction-là. Il faut que je trouve les moyens d'être imagé et de faire en sorte que leur idée qu'ils ont dans leur tête soit lisible pour les gens du public. Donc, tu vois, tu as un lien et donc ça te fait pousser l'idée parce que tu vois très bien ce que c'est qu'une nuit étoilée, par exemple. Et donc, tu dis, OK, je vois ce qu'on veut rendre, comment je vais faire pour le mettre en œuvre. Et c'est peut-être un truc auquel j'aurais pas pensé au départ. Tu vois, donc ça pousse les limites, ouais. Comment ça a démarré en fait cette histoire avec Justice au final? C'est Très parti simple, de très simple. Je bossais à Chaillot donc de 2000 à 2007. En 2007, donc le gars qui m'a fait rencontrer Alain Lefrançois à Chaillot, un mec qui s'appelle Alain Postic, qui était le régisseur lumière de La Cigale. Donc les garçons, ils décident de faire La Cigale avec leur production et tout ça. Et ils avaient pas d'équipe. Et le régisseur de l'époque, qui est le régisseur mythique de la tournée Justice historique, c'est un mec qui s'appelle Bouchon, qu'on connaît dans tous les docus. Tous les gens qui connaissent Justice voient qui c'est ce personnage. Et donc il était avec eux dès le départ, forcément, parce qu'il fallait un régisseur. Et quand ils sont passés à La Cigale, lui il est pote avec Alain Postic, donc ce mec-là de La Cigale, et il lui dit ouais, je viens avec un groupe d'électro, ce serait bien que tu me fasses la lumière. Et Biscotte il dit bah ouais, moi l'électro c'est pas ma cam, je viens pas de ce monde-là et tout ça. Et donc Bouchon lui dit bah je sais pas, essaie de trouver une solution, tu vois. Et donc Biscotte m'a téléphoné et il me dit tu peux poser 2 jours à Chaillot pour venir m'aider à faire la console et tout ça et qu'on fasse le truc un peu ensemble et tout. Et je lui dis ok, donc j'ai posé mes 2 jours, je suis venu et à la fin du show, ce fameux Bouchon est venu me voir en me disant ouais c'était cool, on a passé une superbe journée, ça te branche de partir avec nous en tournée. Je dis bah et moi c'était un moment de ma vie où j'avais envie de partir de Chaillot, voilà j'avais fait le tour et tout. Et donc je dis bah laisse-moi passer un coup de fil et puis je vois il me dit t'as un passeport et tout, je dis ouais. Il me dit bah écoute on part 4 mois en tournée, si tu peux te rendre dispo on t'emmène. Et donc, j'ai appelé Chaillot, je posais un congé sans solde et tout. Et puis, je dis, OK, je me casse. Et j'ai fait 4 mois. De 4 mois, c'est passé à 10 mois. De 10 mois, c'est passé à 1 an. Au bout d'un an, on a rempilé pour l'année d'après. Et là, j'avais fait mon statut d'intermittent et je suis jamais revenu à Chaillot. En fait, j'ai posé à l'époque, on posait 6 mois de congé sans solde. Et j'ai reposé 6 mois derrière, on avait le droit de doubler. Et après, au bout des 1 an, fallait décider. Soit tu revenais, et c'est définitif, soit tu revenais pas et tu poses ADEME ou enfin X procédé et donc je suis jamais revenu. Voilà. Mais les gens vont croire que c'est super simple en fait d'accéder à des Non, trucs c'est comme ça, simple. En fait, pour de vrai, c'est simple juste parce que j'ai eu des bons contacts. Les gens ont eu envie de bosser avec moi. Moi, j'ai eu envie de bosser avec eux. Je me suis donné les moyens de le faire parce que c'était pas inné et j'ai eu énormément de soutien et de Xavier Gaspard qui eux aussi démarraient. Et en fait, ils ont eu cette envie de dire, ben, nous, on démarre, Lewis, il démarre aussi. On va démarrer ensemble et on va faire le truc ensemble. Et quand ça a beaucoup grossi, on va dire après 1 an de tournée, il y a eu la question qui s'est posée de se dire, est-ce qu'on prend un éclairagiste confirmé, voilà, qui va faire un gros show et tout. Et Xavier Gaspard, c'est eux qui n'ont pas voulu et qui ont dit, nous, on s'entend bien avec Lewis et artistiquement, on va dans la même direction et puis on peut lui expliquer parce que on est de la même génération et tout ça. Et c'est ce qui a fait que ils m'ont gardé, en fait. Ouais, c'est ouf quand même comme histoire. Ouais, c'est une belle histoire. Franchement, c'est une histoire qui a démarré par passion et qui aujourd'hui est un peu plus que ça parce que on est quand même potes au-delà de ça. On n'est pas, voilà, on fait pas notre vie ensemble, mais en tout cas, on est potes et on s'entend super et on peut se dire les choses aussi. C'est un truc qui est assez cool et qui est difficile quand tu fais un nouveau projet. C'est que maintenant, après 18 ans de vie commune, on va dire, s'ils aiment pas, s'ils trouvent ça nul, ils me disent, Lewis, c'est nul. Et si moi, pour X raisons, je suis convaincu de mon truc, et ben, je peux aller les voir et leur dire, les gars, je suis sur mon coup, arrêtez de faire. C'est comme c'est pas péjoratif, mais comme un vieux couple, en fait. Ouais, un peu. Ce qui est cool, c'est qu'on passe les étapes de politesse entre guillemets et on va à l'efficacité. Ouais. Et eux sont comme ça de nature et moi je suis comme ça aussi de nature, donc on s'évite un peu le brouhaha de oui il faut tourner autour du pot, il faut faire attention à comment on parle avec l'artiste.
Oui, Ouais. on n'est pas désobligeant et on reste poli envers nous, mais on a passé cette case, ouais. Oui, vous êtes plus direct. Ouais, ouais. En fait, ça rejoint ce que tu me disais tout à l'heure. Il y a plus, il y a ce souci d'économie aussi. Ouais, bien Plus on sûr. va discuter et perdre du temps, etc. Tout est lié en tout voilà. cas, et après, bon, il y a aussi le fait que Corrida, la production de justice, pour parler de justice, mais Corrida qui est un employeur pour moi principal, parce que je fais plein de projets avec eux, il y a une confiance qui s'est installée entre moi et la production de Corrida, Christelle Martinet en l'occurrence, qui est la directrice de production. Donc, il y a une confiance qui s'est installée sur lequel elle sait qu'elle peut me laisser divaguer et tout ça, et elle saura me rattraper au moment où il faudra, financièrement, parce que c'est eux qui gèrent cette partie-là, et me dire, là, Lewis, vous délirez. Et ça, c'est aussi cool, parce qu'on a passé ce cap-là, où la production, elle peut venir me voir, discuter, et des fois, ça me saoule, et je leur dis, ouais, là, ça me saoule, et on arrive à avoir un truc qui est cool, et je pense qu'on arrive à faire un spectacle aujourd'hui, comme on fait sur Justice, où on est très fiers de ce show, parce qu'il y a eu toute cette relation et cette confiance globale, cette confiance d'équipe, cette confiance mutuelle de tout le monde, avec des hauts et des bas, hein. On n'est pas tous les gens d'accord, mais voilà. Mm. Mais je pense qu'on arrive à faire ça parce qu'il y a cette relation-là. C'est sûr. Parce que là, vous êtes l'un des plus beaux shows lumière, en tout cas présentement en France. Moi, j'irais pas dire ça parce que j'aurais Ah. pas cette Prétention. cette prétention de, Ouais, tu m'as l'air d'être quelqu'un de très humble. de dire ça, mais en tout cas, on est vraiment fiers de ce qu'on présente et on se rend compte maintenant, ça fait quand même plus d'1 an de tournée. Donc, on est à plus de 70 concerts, 73, je crois, un truc comme ça. On se rend compte qu'on livre quelque chose qui est cool. Donc, on va pas non plus se dire, ouais, non, l'humilité, elle est cool, mais quand c'est cool, faut aussi le dire. Ouais. Donc, on trouve que c'est super et qu'il faut continuer à le faire. Ouais. Du coup, le premier set de Justice, en l'occurrence, ça ressemblait à quoi? Le premier setup de Justice, Ouais. c'est ce que tu vois dans les vidéos de 2007-2008, on va dire. On avait 2 murs d'ampli Marshall. Donc, il faut savoir que la première scéno, c'est vraiment Xavier et Gaspard qui l'ont décidé. Donc, on avait un patch bay, on appelle ça un patch bay de son, un peu, tu vois, avec des câbles qui sortent et tout. Au milieu, il y avait la croix posée dessus. Et 2 murs d'ampli Marshall qui faisaient 9 amplis et 9 amplis Marshall. Et qui étaient des vrais amplis Marshall en plus à l'époque parce qu'on n'avait pas de décor et tout ça. Donc c'était lourd et tout. Et ça a été le premier setup. Quand moi je suis arrivé sur la tournée, sur La Cigale, on a décidé de de les écarter et de faire un espace entre les Marshall pour passer de la lumière au travers. Et ça a été le premier step lumière, on va dire, où on s'est dit, ah ouais, quand même, enfin, où ils se sont dit, c'est quand même important, c'est cool. Et comme ils ont cet œil de graphiste, ils sont graphistes de formation. Okay. Comme ils ont cet œil artistique, ils ont tout de suite capté que ça avait un vrai intérêt pour eux et tout ça. Ouais. Et donc, ça a commencé à se dire, ouais, tiens, on pourrait faire ça. Donc, voilà, ça, c'était le premier setup. Et après, moi, j'ai rajouté de la lumière quand je suis arrivé. Et puis petit à petit, de discussion, ça s'est upgradé. Et voilà, mais la première tournée, on a fait la tournée avec ça. Quelques projecteurs en plus, mais c'était à peu près ça. Et sur la première tournée, on a mis de la lumière. Donc après, on a contacté Marshall. On leur a dit, on veut vous acheter des boîtes sans l'intérieur, sans l'électronique et tout ça. Et on a mis de la lumière à l'intérieur. Et c'est là qu'on a eu le premier setup de fin de la première tournée. Et après, on est reparti en 2012. Et on avait ce setup-là qu'on a upgradé avec un rideau de LED derrière et tout ça. Et puis 2017, 2018. On a repris les boîtes Marshall, ouais. Et on a upgradé. Oui, sauf sur cette tournée-là où on n'a plus de Marshall. Voilà. Fini. Je suis déçu. Fini les Marshall. Fini. Non, mais on avait fait un peu le tour de la question. Xavier Gaspard, il voulait un peu changer, aller dans une autre direction. Et voilà, l'identité visuelle de Justice est toujours là. Mais ouais, il y a des éléments qui ont disparu. Il y a d'autres choses qui sont apparues. Et voilà. Oui, puisque au final, d'une certaine manière, c'est toi, enfin avec le travail de Justice, mais qui a créé cette identité visuelle qui leur est propre. C'est nous, en fait. C'est Xavier Gaspard et moi. Donc oui, moi, je les ai aidés à retranscrire ce qu'ils avaient en tête. Et à le comprendre et à l'utiliser. Mais oui, ça vient d'eux d'abord au départ. Ils sont très arrêtés sur leur vision de leur show. Mmh. Et c'est cool parce que ça en fait un show très singulier. Tu vois, il y a pas d'autre show comme ça. Donc c'est cool. Et après, quand on est en résidence, on travaille vraiment tous les trois, pas en permanence,
Moi, je leur propose des choses et ils piochent un peu là-dedans en me disant « Ah, ça, on kiffe, faut que tu trouves le moment pour l'utiliser. » Et là, je me remets à bosser et tu vois, et ça permet de restreindre le truc. Mais c'est vraiment un travail collectif. C'est pas moi dans mon coin qui ai décidé de tout. C'est pas Ah ouais, vrai, non, mais tu vois. d'une certaine manière, tu t'as posé les bases. Ouais, Je ouais, dis ouais. pas que voilà, il Oui, n'y a pas un travail ça s'est fait d'équipe, mais ensemble. ouais. Mais par exemple, pour l'histoire du morceau Stress, qui est un morceau qui est l'une des références des shows de justice depuis toujours. Effectivement, Stress, moi, dans ma tête, ça m'a toujours fait penser au rouge. Oui. Et on en a, je sais pas, pour X raisons, c'était le lien que j'avais fait, qui aujourd'hui paraît hyper normal, mais peut-être pas forcément à cette époque-là. Et comme tout le show était en noir et blanc, à un moment, je leur en parle, je l'ai pas fait de moi-même. Je dis, ouais, les gars, Stress, pour moi, c'est quand même rouge, ça met la pression. Ils avaient sorti le clip de Stress qui était très... il n'était pas classique, on va dire. Et on s'est dit, ouais, on essaye et tout. Et c'est vrai que quand on a la première fois balancé Stress en rouge en live, il y a eu une telle résonance dans le public qu'on s'est dit, ouais, on a tapé au bon endroit, on a trouvé la bonne idée. Bah, Et à chaque morceau, on essaye de trouver la bonne idée du morceau qui devient l'identité de ce titre en live. Et après, on travaille ce truc-là en fonction des tournées. Je sais pas si toi, c'est un truc que tu as travaillé, mais justement, tu vois, tu me parles de Stress et de l'utilisation du rouge, mais tu as aussi l'influence que les couleurs ont sur notre organisme Ouais. et le fait que justement, on a le corps qui est un peu plus en alerte quand on voit du rouge. Ouais. Est-ce que toi, c'est des trucs que tu travailles du coup dans les sets, de manière globale, dans tous les sets que tu construis ou... Oui, on va dire que forcément qu'une fois que tu as capté ça, ça devient quelque chose que tu as en tête. Donc, après, au-delà de ça, tu te dis que, ok, je sais pas, si je travaille avec Shai ou je travaille avec Gaëtan, il y a un morceau, par exemple, il y a un morceau qui s'appelle La Frousse sur Louise Attaque, sur le dernier album, et il est très très dynamique, très changeant et tout ça, il a une énorme dynamique. La Frousse, ça me fait un peu flipper et tout ça. Forcément que mon premier réflexe a été de mettre du rouge sur ce morceau-là, mais je te dis pas que c'est, je me suis dit, tiens, je sais... Voilà, il y avait une lecture qui fonctionnait avec le rouge et le morceau a marché comme ça et donc on a fait ça aussi. Sur Shai aussi, c'est pareil, ça m'arrive d'avoir... J'en ai moins parce qu'il y a beaucoup plus d'identité vidéo et tout ça. Mais oui, j'utilise des codes comme ça qui font référence aux gens. Et comment ça se passe tu me parlais de résidence il y Ouais. a quelques minutes. Comment ça se déroule en fait? Une résidence, comment est-ce que tu travailles avec les artistes? Comment est-ce que Ouais, tu fasses un bridge? Bon, déjà, il n'y a pas de règle. C'est pas du tout la même méthode de travail avec Xavier Gaspard, avec Gaëtan Roussel, avec Vanessa qui est Shai, donc. Pour prendre des exemples avec qui je travaille. Pareil avec l'Impératrice, je travaille avec l'Impératrice. Et c'est pareil, c'est pas du tout la même méthode. On va dire globalement, il y a une méthode groupe et une méthode non groupe. Les gens qui jouent sur scène, qui ont un groupe et tout ça, il y a une méthode de résidence où le son est quand même prioritaire à l'image. Donc le son, eux, ils ont des phases de répétition et tout ça, il faut s'adapter à ça et travailler autour de ça. Quand je travaille avec Xavier Gaspard ou quand je travaille avec Vanessa de Shai, bon, ben, elle a pas de groupe sur scène, donc c'est de la danse principalement pour Vanessa. Et pour Justice, bah, c'est carrément que la scéno et la lumière. Donc là, j'ai du temps pour moi, tu vois. J'ai toute la résilience, elle est faite pour moi, en fait. Pour qu'on mette en place le show et elle puisse répéter dans cet environnement et s'adapter à cet environnement pour Vanessa ou Xavier Gaspard, en l'occurrence, pour leur show. Donc, c'est vraiment pas la même méthode, mais on va dire que globalement, on sait ce qu'on va faire en termes de setup avant la résidence. Okay. On sait ce qu'on va faire, on sait quel plan lumière je vais avoir à peu près. En résidence, on monte ça à peu près comme on s'est dit. Eux, ils me livrent la musique ou ils me donnent de la musique qui va être la musique du live. Et voilà, je me mets à travailler. On va dire, il y a plusieurs phases. Il y a une première phase où je travaille tout seul, où je dis à mes équipes, voilà, je veux faire ça, ça et ça et ça et ça. On adapte un peu le système. Il y a une deuxième phase où les artistes regardent un peu le truc, me font leur retour, leur lecture qui... Peut-être des fois, je pourrais avoir interprété un morceau qui ne leur convient pas parce que ce qu'ils veulent dire sur ce morceau-là, ça ne correspond pas. Et donc, on retravaille ces moments-là. Et il y a la phase finale où on imbrique tout ça pour finir le show, emballer le show et partir en tournée. Ok, d'accord. En gros, c'est à peu près ça sur tous les projets. Et les phases sont plus ou moins longues en fonction si c'est des groupes, pas des groupes, etc. Ok. Ouais. Et tu pars en tournée avec toutes les personnes que tu suis ou... Ouais, Xavier Gaspard, je pars en tournée avec eux depuis toujours. Ça a toujours été comme ça.
il y a plein de raisons. Il y a aussi le fait que moi, j'utilise pas un procédé qui s'appelle le timecode, qui est un process où le son rentre dans la console lumière et déclenche tout et fait automatiquement le show. Moi, je travaille pas comme ça, ou ça m'est très très peu arrivé. Donc, ça nécessite deux choses. Soit il faut que je fasse le show parce que voilà, il faut arriver à le faire. En live, quoi. Voilà. Soit j'ai un assistant ou un remplaçant qui connaît par cœur le show, ce qui est le cas sur l'Impératrice, ce qui est le cas sur Shai, ce qui n'est pas le cas donc sur Justice où je fais toutes les dates. Et ce qui n'est pas le cas non plus avec Gaëtan Roussel, avec qui je fais toutes les dates normalement. Pour l'instant, en tout cas, j'ai toujours T'arrives à fait. combiner les deux. Ben, en fait, les deux, pour un coup de chance, ce n'est pas du tout de discussion entre eux, mais ils tournent pas en même temps. Donc, il s'avère qu'en général, Xavier Gaspard, il tourne tous les 5 ans, à peu près. Ça, c'est ma priorité, on va dire. C'est une priorité. Moi, je suis fidèle au projet avec qui je travaille. Et donc, j'ai commencé avec eux, donc je suis fidèle à eux. Tant qu'ils voudront de moi et qu'ils me jetteront pas, je serai en priorité avec eux. Et Gaëtan, avec qui j'ai travaillé très peu de temps après, c'est pareil, je fais partie des priorités. Mais Gaëtan sait très bien que quand Justice part, Il y a je serai pas disponible. Justice. Je serai disponible pour faire la créa s'il faut. Voilà, mais je devrais mettre quelqu'un. Voilà. Et Gaëtan, on s'entend vraiment bien, on a un bon feeling et il aime pas trop ça. Et il aime bien quand je suis là et moi j'aime bien être avec lui. Donc comme il peut le faire de temps en temps, et ben on fait en sorte que ça existe de cette manière-là. Et c'est cool de leur part. Donc vous savez désormais que Gaëtan Roussel adapte sa tournée en fonction des dates. Non, il sont les n'adapte pas sa tournée, mais il s'avère que ça tombe pas mal et que si on doit décaler de 2 mois, parce que il le sait, parce que en plus c'est la même production, donc il peut parler avec Christelle et dire bon quand est-ce que ça se finit, et forcément il y a une discussion d'accord qui se met, mais ça je n'ai aucun poids sur le fait de je n'ai aucun poids sur le fait que la tournée, si elle devait partir pour X raisons d'album ou de je sais pas quoi, elle partira sans moi, bien entendu. Ok. Ouais. Non, mais c'était une petite brique. Mais oui, il y a un petit truc qui est rigolo et qui est sympa de leur part de faire attention à ça. Et ça me fait plaisir. Et donc, j'en suis d'autant plus attentif quand ils m'appellent. Quand ils te rappellent sur des projets. Voilà, ouais. ouais. Et il y a des gens dans ton domaine, dans ton milieu que tu kiffes ou que tu admires un petit peu. À quel niveau tu veux dire Plutôt en light, ouais. Ah ouais, oui, déjà, il y a plein de gens de la génération d'avant moi qui pour moi m'ont. T'inspirent, quoi. Ouais, c'est pas vraiment des inspirations, mais c'est aussi des méthodes de travail aussi parce que j'ai travaillé pour eux en tant que technicien, donc je les ai vus travailler et oui, j'ai du respect pour beaucoup de gens de la génération d'avant pour qui aussi c'était peut-être moins facile techniquement. Nous, on a beaucoup plus de technologie, on arrive à faire beaucoup plus de choses. Je trouve qu'ils étaient plus efficaces que nous. Et donc, il y avait un côté plus rough, tu vois, à mettre en place des choses. DIY, et quand tu voyais un show un peu différent, tu te disais, waouh, le taf qu'il y a derrière. Ouais. Tu vois, alors aujourd'hui, c'est un peu plus facile avec la vidéo et tout ça de changer les espaces et tout. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup ça, quoi. Est-ce que tu as un exemple de show en tête que tu as vu qui t'a vraiment marqué sur ce plan-là? Ouais, si on parle des shows français, par exemple, qu'est-ce qu'il y a eu? Je me rappelle quand M est parti en tournée, sur sa première tournée, ça a été assez bluffant. Il y avait une vraie volonté de mise en scène, de scénographie qui était assez bluffante à cette époque-là, mais j'étais pas encore jeune. Après, il y a beaucoup de choses que j'ai vues en théâtre. À Chaillot, qui m'ont donné des grosses références, genre Philippe Découfflé, avec qui j'ai travaillé pas en direct, mais en tant que technicien, et de voir cette génération d'éclairagistes travailler avec ces gens-là, c'est vraiment bluffant. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Patrice Bessombe, qui travaillait avec Philippe Découfflé. Je ne sais pas s'il travaille encore d'ailleurs avec lui, parce qu'il doit être assez âgé maintenant, mais voilà. Et il s'avère que cette personne-là travaillait avec Jean-Jacques Goldman à l'époque. Ok. Et tu vois, je l'ai su par hasard et ils ont fait des shows de fou avec les plateformes qui se lèvent, et tu remets ça dans les années où c'est arrivé, c'était fou, tu vois, de voir. Oui, parce que maintenant, c'est des trucs qui se Maintenant, font, tu vois, les mais trucs c'est qui beaucoup bougent plus et tout, tu vois, abordable. c'est plus facile à faire. À l'époque, c'était fou, quoi, de lever toute une scène comme ça avec les musiciens dessus, que rien ne tombe. C'était bluffant. Les gens, ils voyaient cette plateforme se lever. Ça fait partie des shows références où je me suis dit, waouh, il y a un autre mec qui s'appelle Jacques Rouberlis, qui est l'éclairagiste historique de Johnny Hallyday, qui maintenant pratique encore, parce que je pense que c'est quelqu'un qui va mourir avec son métier, mais qui fait beaucoup de théâtre, d'opéra et tout ça, mais qui est assez âgé maintenant.
Mais voilà, c'est des gens avec qui j'ai travaillé aussi et qui m'ont ouvert la tête. On dit vraiment ouvrir la tête. Tu es dans tes certitudes de jeune et tu tombes avec ces monuments-là et qui t'ouvrent la tête artistiquement en disant mais non, pourquoi? Regarde, il y a ça. Ouais, tu fais waouh, tout le temps. Et ça, c'est génial. C'est génial de vivre ça. Et puis ça t'ouvre aussi le champ des possibles sur ce que le champ des ce que tu possibles. pensais Et puis, impossible et qui finalement est faisable. oui, et puis à ce moment-là, tu te dis en fait, ça te retranche dans tes certitudes où tu te dis, ok, en fait, je pensais être sûr de moi parce que quand t'es jeune, t'es sûr de toi surtout, t'es le meilleur du monde et voilà. Et en fait, humainement, ça m'a apporté quelque chose qui m'a ouvert la tête. Après, artistiquement, je me suis fait mon truc dans tous ces méandres-là, mais le fait de s'ouvrir la tête, mais c'est sûr et certain que ces gens ont participé à ça. Parce que justement, ta patte lumineuse, on va appeler ça comme ça, t'as des inspirations en particulier, des trucs qui ont nourri ça, ou ça t'est venu de manière, on va dire, innée, En fait, il y a eu un premier fait qui a été, qui n'est pas choisi et qui est peut-être inné. Il y a eu un premier fait qui est que musicalement, j'ai une lecture du rythme musical que j'arrive à retranscrire en lumière d'une manière différente des autres. Et je le fais à la main et tout ça. Et ça a été la première chose qui a marqué les gens avec qui j'ai travaillé et qui ont fait qu'on a continué à travailler ensemble. Ce qui a été le cas de Xavier Gaspard, ce qui a été le cas de Gaëtan, tous les gens avec qui je travaille aujourd'hui. Donc ça a été une première lecture. Et moi, je dis toujours, si jamais j'arrive pas à le faire avec mes 10 doigts, ça veut dire que ça doit pas être lisible pour les gens. Les gens, tu vois, ils connaissent pas le spectacle. Quand ils voient un spectacle, moi, je me dis tout le temps, il faut que les gens y captent. S'ils captent pas, alors soit ça les met dans un rêve, et si l'image globale, ils la captent, ça me va. Tu vois, je veux pas qu'ils captent tout. Mais s'ils captent pas le délire, si ça devient brouillon et que la lumière devient un truc qui n'est plus lisible, eh ben, ça veut dire qu'on a raté notre truc pour ma part. Ouais. Il y a des gens qui pensent pas comme ça et je respecte ce choix-là. Mais pour ma part, moi, je veux que ça reste lisible et compréhensible et que ça raconte quelque chose. Okay. Ça, c'est peut-être ma partie théâtre, on va dire. Ça t'a un petit peu guidé. Il a besoin de dire quelque chose. Voilà, c'est ça. Ouais, je peux comprendre ça. Et après, oui, je me suis nourri de plein de choses. Ça peut être des choses de la vie, ça peut être des expos, ça peut être tout peut me nourrir. J'ai toujours une anecdote sur la scéno que j'ai fait sur l'Impératrice, pas cette tournée-là, mais la tournée d'avant. On avait des demi-boules à facettes qui étaient coupées, qui tournaient. Il y avait de la lumière à l'intérieur. Et pour de vrai, quand ils m'ont appelé, donc Charles de l'Impératrice, qui est l'un des historiques de l'Impératrice, il m'appelle, il me dit ouais, on aimerait bien bosser avec toi, est-ce que tu aurais une idée? On aime bien les miroirs, on aime bien ceci, on aime bien cela, on aime bien ce que tu fais sur Justice et tout. Et donc je me rappelle, j'étais à la Cigale parce que mon frère travaillait à la Cigale, bon bref, et j'étais dans le bureau, et dans le bureau, on a une boule à facettes qui est accrochée au mur comme ça, une demi-boule à facettes, et puis je réfléchissais à ce qu'il m'avait dit, je prenais des notes et tout, et je regarde le truc, et ça a été un déclenchement d'idée. Donc c'est juste pour dire que l'inspiration, elle vient de n'importe où. C'est juste qu'au moment où tu penses à ça, il y a un truc qui va peut-être te faire un déclic et te dire ok, je peux peut-être m'en servir ou pas m'en servir, mais l'inspiration, elle vient de tout. Ça, il n'y a pas vraiment de règles, et tant mieux. Okay. Tu vois, parce que s'il y avait des règles, eh ben, on rentrerait dans des schémas, on se ferait chier. Il y aurait peut-être plus cette créativité-là. On serait sur du vu et revu, et tout le monde ferait les mêmes choses. Et concernant, justement, on parlait des anciens qui faisaient tout à la main, un peu en mode DIY, etc. Qu'est-ce que toi, tu vois comme perspective là d'évolution vis-à-vis de ton métier sur tout ce qui est automatisation, peut-être même avec l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est déjà des process qui sont intégrés que toi, tu intègres en tout cas? Moi, j'intègre pas spécialement. En fait, moi, je n'utilise pas. En fait, il va y avoir une autre lecture que moi, je vais avoir et qui n'est pas le cas peut-être de la nouvelle génération, et qui arrive après moi, quoi. Et en fait, il y a une lecture technologique, c'est-à-dire que moi, j'ai envie d'idées et je vais essayer de chercher la technologie qui va nourrir l'idée. Okay. Aujourd'hui, il y a un truc qui est en train de basculer, qui est différent et que je trouve un petit peu moins intéressant artistiquement, c'est que il va y avoir des gens qui vont d'abord se dire putain, cette techno elle est super, il faut absolument que je mette ça dans mon show, et donc c'est une lecture inversée mais qui banalise le truc et qui ne raconte pas
toujours quelque chose. Des fois, c'est super, mais il y a plein de moments où on met de la technologie qui raconte rien. Et donc, moi, j'aime pas cette lecture-là. Donc, peut-être que par ça, je suis un peu en retard sur la nouvelle technologie. Parce que si elle vient pas servir un propos que j'ai envie, eh ben, c'est vrai que je m'en servirai peut-être que dans 10 ans et j'aurai peut-être 10 ans de retard là-dessus. Bah, en retard ou en avance d'une certaine manière, puisque tout le monde va vers ces technologies-là, tu vas peut-être j'ai pas dit Non, je en crois pas. avance, mais tu peux peut-être d'une certaine manière sortir du lot en disant, en ayant ce raisonnement-là, je vais chercher la technologie parce qu'elle sert quelque chose et pas Ouais. l'inverse, quoi. Oui, en tout cas, cette démarche-là, mais qui vient aussi de la génération d'avant moi, qui m'a appris à travailler comme ça. Donc, j'aurai un retard technologique, c'est sûr. J'en ai peut-être déjà un, même. Et c'est pour ça que je m'entoure. Je m'entoure de gens qui vont gérer cette partie technologique au service d'un spectacle. Parce que tu as une équipe qui Ouais, j'ai une équipe, j'ai des gens avec qui je travaille régulièrement. Je peux citer un nom, c'est Jérémy avec qui est avec moi en console là sur la tournée Justice, mais qui a fait Louise Attaque avec moi aussi la tournée d'avant, que je connais depuis la tournée d'avant 2017 de Justice. Il était technicien au plateau et c'est devenu vraiment un fidèle collaborateur, jeune, très très technologique. Donc il y a un regard artistique beaucoup moins présent. Lui, ce qu'il kiffe, c'est vraiment la techno. Et en fait, c'est super parce que notre relation, je lui dis, voilà, j'ai besoin de faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et en fait, par sa connaissance technologique en lumière et vidéo, et ben, on pousse le curseur un peu plus loin. Voilà, c'est un peu le même principe avec Manu en scéno. Tu vois, il y a des gens avec qui je m'entoure, mais qui sont pas là forcément sur tous les projets. Mais c'est des gens que je peux appeler n'importe quand. Et même s'ils sont pas sur le projet, on va échanger, on est amis au-delà de ça. Et donc, oui, je m'entoure de gens qui savent faire des choses que je sais pas faire. Donc là, aujourd'hui, on est sur un format festival aux Eurockéennes. Ouais. C'est quoi un petit peu la journée type de l'arrivée au départ du groupe? Comment ça se passe de ton côté pour tout ce qui est installation? C'est l'équipe, elle arrive. Bon, si on prend aujourd'hui les Eurockéennes, c'est une arrivée prévue à 6 heures du matin. Aujourd'hui, on a eu un retard de camion d'1 heure, donc on a commencé à 7 heures du matin. 7 heures du matin, installation, et on va dire ça dure jusqu'à midi. En l'occurrence là, ça devait durer jusqu'à 11 heures, mais avec les Eurockéennes, ils se sont arrangés pour que ça marche, parce qu'on a besoin de ce temps-là de plateau pour faire notre setup. Donc à ce moment-là, ils montent le système. C'est le moment où moi je regarde que tout fonctionne comme on veut, artistiquement, qui fait le lien artistique. Ok, aujourd'hui on a ça en plus, ça en moins, ça en un, et il faut que le show soit globalement le même. Donc voilà, à midi, on sort du plateau, on va dire de manière imagée, les gens du métier comprendront, mais voilà. Et il y a les autres groupes qui s'installent, parce qu'il y a d'autres groupes qui vont jouer avant nous sur ce festival. Et donc là, nous, on est un peu en pause, on va dire, jusqu'au moment du changement de plateau. Donc en l'occurrence, là, il y a 90 minutes où on a la scène pour nous pour se réinstaller et faire le show qui durera normalement 90 minutes ce soir. Et à la suite de ça, il y a le démontage qui dure à peu près 1h30, 1h15, on va dire, 1h15, avec le fait que ce soit remballé et on part à la ville d'après ou à la maison quand il n'y a pas de date. Quand maison il y a, quoi. Voilà. Okay. Mais là, on rentre à la maison, on est content. Ouais. Ok. Alors, selon toi, est-ce qu'on peut former un bon AG Light? Ou est-ce qu'il y a une part je vais dire de talent, mais quelque chose d'inné, tu vois? Oui, pour moi, on peut former un régisseur lumière. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va faire en sorte que la lumière fonctionne, qui va faire en sorte que le show qui va être écrit soit retranscrit. C'est un peu le travail de Jérémy qui est avec moi. Mais je ne crois pas qu'on puisse former l'artistique. Donc, l'artistique, il y a 2 axes. Soit on l'a et super, soit on l'a pas et ça peut se travailler, mais ça vient d'un travail personnel. C'est-à-dire que par une discussion, peut-être quelqu'un qui aime la lumière, il va venir et qui n'a pas du tout de fibre artistique lumière, il va venir parler avec moi et je vais lui donner 2-3 points de vue, mais je vais pas être en formation d'artistique lumière, tu vois. Il va falloir que lui ou elle, ils fassent leur chemin par eux-mêmes. Et parfois, ça n'arrive jamais. Il y a des gens qui ont envie de faire ça et qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas cette fibre-là. Et il y a beaucoup de gens dans l'équipe, par exemple, qui ont essayé de faire ça et qui n'ont pas réussi à avoir la lecture artistique ou qui n'ont pas réussi. Ou c'est aussi un travail très solitaire. On est quand même dans notre coin
Faut avoir des décisions qui sont franches. Donc, faut les assumer. Et toute cette partie-là, elle est difficile pour certaines personnes qui sont plus timides ou plus réservées. Et donc, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ce métier-là et pourtant qui partaient pour le faire. À l'inverse, des fois, il y a des super découvertes. Moi, j'ai eu dans des équipes des mecs où ils venaient pas pour ça à la base et d'un coup, tu te rends compte qu'il y a un petit Il y a déclic, l'éclair. il y a un truc et tu te dis, bon, bah, ok, lui, il va aller dans cette direction-là. Ok, Voilà. cool. Mais je crois pas qu'il y ait de formation. En tout cas, pour la partie artistique, c'est comme quelqu'un qui peint. Je veux dire, il va apprendre la technique de peinture, si tu veux, mais ce qu'il raconte et comment il le raconte et pourquoi il le raconte de Il n'y cette aura pas couleur, cette âme, on peut pas travailler là. c'est lui, tu vois. Avec toi. Voilà. Non, là-dessus, je suis d'accord Voilà. avec toi. Et c'est ce qui fait que c'est propre à chacun et chaque artiste est différent sur cette écriture artistique. Et si maintenant on se met dans une toute autre dimension, où tu as carte blanche, ça peut être ta réponse peut concerner les gens qui ne sont plus de ce monde. Ouais. Si tu avais dû mettre en lumière un show, ou si tu devais mettre en lumière un show, quel artiste ou quel groupe tu choisirais? En fait, j'ai pas vraiment de lecture. Moi, j'aime beaucoup, je suis très très fan en musique des Red Hot Chili Peppers. Voilà, mais ils ont des shows déjà qui sont super. Pas toutes les tournées, pas tous les shows, mais ils ont quand même des shows qui sont super et je respecte le travail de la personne qui travaille avec lui. Mais voilà, on va dire même si je suis pas fan en mode, tu sais, j'achète les t-shirts et tout ça, et je vais pas voir tous les concerts non plus, mais par vibe artistique de musique, ouais, j'aimerais bien, ça pourrait faire partie des groupes avec qui j'aimerais travailler. Et après, je travaille quand même, j'ai déjà travaillé des gens qui sont très, 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 très connus, plus que Justice et tout ça, notamment Jay-Z, avec qui j'avais fait un projet. Voilà, c'est pas des choix, mais quand ça arrive, tu dis c'est super à faire et t'en gardes un souvenir génial. Et après, d'autres artistes, en fait, moi, je privilégie les gens qui ont envie de travailler avec moi et que ce soit une relation mutuelle. Donc, en fait, je me dis pas, tiens, je voudrais absolument bosser avec lui, je vais tout faire pour bosser avec lui parce que si ça se trouve, lui ne voudra pas bosser avec moi ou elle ne voudra pas bosser avec moi. Et donc, ça va te gâcher ton envie que tu nourris depuis des mois ou des années. Ouais, donc, plus t'attends quelque chose, ouais, et tu vois, moins c'est voilà. bien quand ça arrive. Bah, je sais pas, ça peut être super, Ça peut mais être super, en hein, tout oui. cas, il y a quand même donc je me dis, bon, bah, laisse venir, et puis ceux qui ont envie de bosser avec C'est un peu toi. le propre du domaine aussi, Ouais. L'artistique, c'est aussi de l'humain. Et Ouais. si t'as pas quand bien même musicalement, tes idées et les productions d'artistes peuvent matcher, s'il y a pas cette espèce de, est-ce que tu peux développer avec Justice ou avec Gaëtan Roussel, s'il y a pas cette espèce d'osmose finalement, je pense que Oui, il y a une vraie relation, qui est importante, en tout cas pour avoir un show qui est en relation globale. Tu vois, que tout match, tout s'imbrigue. Et donc, c'est important de bien s'entendre. Enfin, moi, je pense. Mais après, il y a des gens qui arrivent à bosser avec des artistes avec qui ils s'entendent pas, ou avec qui ils ont pas de fibre. Voilà, moi, j'ai plus de mal à faire ça. J'ai vraiment besoin d'une relation humaine qui est cool. Voilà, j'avais bossé avec Calogero aussi. Voilà, sur le papier, c'est pas une musique que j'écoute, mais je me suis très bien entendu avec lui, et ça a créé quelque chose qui a fait que cette tournée était super. Ouais. Dernière petite question avant la fin de cette interview. Si tu devais passer le micro à quelqu'un du milieu, quelqu'un de l'ombre, tu choisirais quel métier ou quelle personne? T'as peut-être quelqu'un en tête? Bah, en fait, il y a quand même deux métiers qui sont jamais mis en lumière dans cette partie-là, parce que on va dire le gars qui fait le son et moi, on est exposés, on va dire, parce que comme on touche les gens s'intéressent à ça et donc viennent tout de suite voir nos métiers. Mais il y a quand même des métiers qui sont hyper importants. Bon, tous les métiers sont importants. Il n'y a pas un poste sur la tournée que je pourrais enlever. Ça mettrait un gros problème sur la tournée. Donc, je peux pas te dire que tout. Mais il y a quand même deux boulots qui sont des vrais boulots de l'ombre et qui, sans eux, ça ne fonctionne pas du tout. C'est le directeur technique. Le poste de directeur technique aujourd'hui, il est hyper important avec les nouvelles technologies, les mouvements, le matériel et tout ça, il est très 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 important. Et il y a un autre, on va dire, c'est un peu notre papa ou maman de tournée, c'est le tour manager. Et lui, on n'en parle vraiment jamais. Et ouais, c'est peut-être qui a une lecture pas du tout technique ou très peu technique. C'est la personne qui s'occupe de nous au quotidien, qui s'occupe de nos hôtels, de nos tourbus, qui s'occupe de notre routine, qui prend nos avions. C'est celui qui va nous donner les horaires,
c'est lui qui drive notre journée, c'est lui qui fait en sorte qu'on bouffe. C'est vraiment le papa de la tournée. Ouais, Effectivement. vraiment. Là, en l'occurrence, c'est un papa parce que c'est un homme. c'est un homme, mais ce boulot-là, il est franchement, sans ce poste-là, on ne peut rien faire parce que on n'est pas assez autonome en tournée pour faire, et notamment quand on est des équipes conséquentes comme là sur pouvoir gérer tout ça, parce que sur voilà. Justice, vous êtes 22 personnes. On est 20 techniciens et plus Xavier Gaspard, ça fait 22 en tournée sur toutes les dates. Et après, on a quelques personnes qui se rajoutent ou qui s'enlèvent en fonction de l'ergonomie. Mais Brut, vous êtes 22, voilà, ça fait quand même beaucoup à gérer pour en termes d'organisation, pour ne serait-ce que les hôtels, la nourriture. Ouais, pour tout, voilà. Et c'est pareil, il y a un autre poste, donc on va dire globalement des postes de régisseur. Il y a aussi le poste de régisseur plateau, qui est le poste de crouton sur cette tournée, qui lui en fait c'est le manager de tout ce qui se passe sur scène. Donc c'est lui qui dit ok, on va installer ça d'abord, après on va mettre ça d'abord, attention les gars, il y a ça aujourd'hui, il va y avoir tel groupe, ils ont ça et ça. Ouais, c'est un pas balise, mais pour la scène, voilà, que pour la partie scénique. Et voilà, ces trois postes qu'on appelle des postes de régisseurs communément, c'est des vrais postes de long qui sont hyper importants. Donc ouais, si tu dois faire si on doit passer le micro, j'ai presque envie de dire, ce serait marrant de les prendre tous les trois. Ensemble. Tu les mets en ligne, là, et. À la queue leu pour les. Non, tu les prends en même temps et ce serait fun. Et en plus, ils sont rigolos. Donc, si un jour tu as l'occasion, sur cette tournée, peut-être, si tu reviens sur une date, organise ça et tu verras que ce sera cool et ils sont vraiment rigolos. Ok. Ouais. Tu vas marrer. Et en plus, comme ils sont tous les trois, ils se connaissent super bien. Ça va mettre un truc, ouais, je pense. On va retenter ça sur Rock en scène. Ouais, ce sera le truc comique. Tu verras. Ouais. On fera un épisode comique. Ouais. Ok, ça me va. Comique, mais professionnel, non, mais tu verras, ce sera marrant. Bah, je pense que eux, pour le coup, pour être au plus proche de vous et puis pour être un peu les darons de l'équipe, ils doivent avoir des anecdotes à poison. Sûrement, et puis chacun dans son domaine. Crouton, ça va plus être la partie scénique, donc il y aura plus d'anecdotes sur l'équipe technique. Manu, il aura des anecdotes sûrement sur les tournées, les dates, les locaux, les gens qui nous accueillent. Tu vois, parce que lui, il a ce lien-là avec les scènes, tu vois, par exemple aux Eurockéennes, c'est lui qui parle avec les gens des Eurockéennes, comment on va faire, le timing, les arrivées, les machins, etc. Et Pierrot, lui, il va avoir des anecdotes, peut-être même sur le groupe, tu vois, parce que lui, c'est vraiment le papa, et c'est lui qui donne les horaires à Xavier Gaspard pour venir. Ok, vous prenez l'avion à telle heure, il faudra venir à tel moment, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, chacun dans leur domaine vont te raconter des choses qui seront cool. Ok, trop cool. Bah, merci en tout cas d'avoir participé. Cool. Et puis, à une prochaine Rock en scène, du coup. Ouais, avec plaisir. Ça marche. C'est cool. Bright. Tu viens de terminer un épisode de Bright, le podcast lumineux d'intérêt musical. Ici, la lumière ne s'éteint jamais et dans 2 semaines, je te donne rendez-vous pour un nouveau parcours, un nouveau portrait et un nouveau regard sur l'industrie musicale. Merci d'avoir écouté Bright et à très bientôt.